Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je suis avec Paul Collin. Salut. Bonjour. Alors voilà, Paul a réalisé il y a quelques années de cela un mémoire de Master 1 en sociologie qui s'intitule « Des sceptiques et de leur communauté, d'une sociologie d'un courant rationaliste contemporain et de ses producteurs, productrices en écriture inclusive ». Donc, je ne sais pas comment on le lit à l'oral, mais oui, bah, évidemment, bon, je crois que c'est assez évident pour la raison pour laquelle je t'ai invité, parce que j'étais curieux qu'on en parle. Souvent, en fait, c'est aussi souvent parce que quand je suis sur Twitter ou Facebook et que je suis dans des discussions sur la zététique ou le scepticisme, et on me pose la question est-ce qu'il y a eu des travaux de sociologie sur le scepticisme ou la zététique en fait, la semaine dernière, donc tu m'avais envoyé le mémoire quand tu l'avais terminé, il y a 1 an ou 2 déjà, je pense. Enfin, tu l'as terminé en 2019, donc ça fait exactement 2 ans. Et puis, on avait dit que je t'interviewerais, et puis ça s'est pas fait pour différentes raisons, la vie, en gros. Mais la semaine dernière encore, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'il y a des travaux de sociologie sur la zététique? Et alors, je dis oui, il y a ce mémoire qui a été fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à reprendre contact avec toi pour qu'on en discute. Est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? Alors, je m'appelle donc Paul Collin, j'ai été étudiant en master sociologie d'enquête, donc c'est un master qui a été pensé initialement pour être un master recherche à l'université Paris-Descartes, et master recherche qui a pour base l'idée que la recherche sociologique ne peut se faire sans données empiriques. Donc, données empiriques, sans données d'entretien, d'observation ou quantitative, de questionnaire ou administrative, par exemple. Donc, il y a cette idée que la recherche sociologique, elle nécessite un fondement empirique, elle nécessite de s'appuyer sur un travail de terrain. Et donc voilà. Et chaque année se conclut par un mémoire plutôt. Chaque année de master se conclut par un mémoire propre. Donc, le premier mémoire était sur la communauté sceptique et ses producteurs et productrices. Et l'autre mémoire a été sur complètement autre chose, le travail des jurys sans prendre accès au droit, donc ça n'a rien à voir. Tout à fait. Oui, pour l'aspect empirique, donc toi, tu as travaillé avec des enquêtes, des entretiens, c'est ça? Tout à fait. Des entretiens et puis aussi un travail j'ai pas envie de dire de veille, mais de collecte d'informations sur les réseaux sociaux, d'interaction sur les réseaux sociaux et du coup de comment les producteurs et productrices qui m'intéressaient et puis qui se disaient sceptiques ou zététiciens ou des termes s'affiliant à ce mouvement-là, se présenter. Parce que c'était aussi un enjeu qu'on abordera peut-être plus tard. Mmh. Oui, c'est ça, dans ton mémoire, voilà, tu as des, comment on appelle ça en français, je sais pas, en anglais c'est des screen grabs, tu as pris de tweets ou des choses où chaque fois que certains producteurs de contenu, il y avait un tweet où ils se définissaient, où ils parlaient du fait qu'ils se présentaient comme zététiciens, bah voilà, non seulement tu citais, mais en fait tu mettais carrément le tweet en question comme ça pour illustrer le... Très bien. Et comment est-ce que tu es venu à travailler sur ce sujet-là alors? Alors, c'est une très longue histoire. Non, c'est pas spécialement long, mais je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à aborder là-dessus. Tout d'abord, j'ai été consommateur pendant un certain moment. À partir de ma licence en sciences sociales, j'ai été consommateur de contenu sceptique. J'imagine d'abord La Tronche en biais, puis très rapidement Hygiène mentale, qui étaient mes grosses références à l'époque. Et puis petit à petit, j'ai grappillé d'autres contenus et ça m'a toujours énormément intéressé parce que ça répondait à tout un tas de valeurs personnelles, d'intérêts personnels, d'intérêts disciplinaires, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'avais aussi un intérêt un peu sociologique. Je pense que c'est toujours intéressant de le définir comme ça pour présenter une recherche, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte lors de la lecture ou de la recherche, c'est que j'avais un certain nombre d'intérêts. Tout d'abord, c'est que la sociologie, j'avais dans l'idée à l'époque de faire une thèse, et la sociologie des sciences était quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Et
aussi que la communauté sceptique, elle me semblait à la fois prendre de l'importance en elle-même, et donc peut-être à terme prendre une importance médiatique non négligeable, et du coup attirer une attention sur elle. Et d'autre part, c'était aussi une communauté, et puis des producteurs, des productions qui étaient extrêmement peu étudiées. Et en tant que jeune étudiant, j'avais dans l'idée que me faire une spécialisation sur ce thème-là, c'était aussi la possibilité de faire valoir une spécialisation atypique et peut-être pas moins inintéressante si le regard médiatique se porte sur la communauté, dans le cadre de demande de thèse, dans le champ scientifique finalement. Et donc, il y avait cet intérêt derrière qui était là. Et puis, il y avait aussi mon intérêt pour les producteurs et les productrices sceptiques, zététiciens, etc., et qui était aussi très, très fort parce que, mine de rien, c'était un sujet qui m'intéressait. Et puis, il y avait aussi une question intellectuelle et puis scientifique et personnelle, c'était comment se fait-il que des gens puissent se revendiquer des normes de la science alors que ces normes sont complètement décontextualisées du champ et de la compétition scientifique. Et donc, alors que en sociologie des sciences, traditionnellement, on évoque ces normes dans le cadre de la science, excusez-moi, et de la compétition scientifique. Et du coup, quels étaient les effets, quelles étaient les conséquences sur ces normes et quel était finalement le champ et la compétition, si on avait une, qui pouvait être entre les sceptiques, mais en fait, quel était le contexte dans lequel ces nouvelles normes étaient réappliquées. Donc, c'était une question intellectuelle que finalement, je n'ai pas vraiment répondu dans mon mémoire, parce que les affres du mémoire et du travail de terrain, on tombe sur des choses dont on ne s'attendait pas et on ne tombe pas sur les choses dont on s'attendait. Mais c'est une question qui reste en suspens et qui m'intéresse encore aujourd'hui. Oui, par rapport au fait qu'il y a peu de travaux faits sur le sujet, enfin, comment tu perçois la chose? Je ne sais pas, moi, intuitivement, j'aurais tendance à dire, c'est vrai que forcément, il y a peu de travaux sur la communauté zététique ou le mouvement sceptique à l'heure actuelle avec ces créateurs de contenu qui ont émergé avec l'apparition d'Internet. Mais bon, la sociologie s'est quand même déjà intéressée par le passé au mouvement rationaliste ou à des formes antérieures, finalement. Disons c'est vrai qu'il y a une nouvelle forme. Enfin, là, je te donne mon interprétation de la chose, mais comment toi, tu vois ça? J'avais trouvé un certain nombre de choses, effectivement. Bon, donc, il y a Sylvain Laurence, dont le livre a été publié, donc Militer pour la science, dont le livre a été publié pendant que je faisais mon mémoire. J'avais trouvé aussi Marianne Doury, qui avait fait une analyse linguistique, une analyse d'argumentation, où elle prend notamment pour exemple Henri Brock, parce que du coup des débats télé, elle travaillait sur les débats télé autour des pseudosciences voilà, dans les années 90. Il y avait effectivement du côté américain, j'avais trouvé des travaux, excusez-moi, des travaux de Trevor and Pinch, donc deux sociologues, sur l'histoire du Skeptical Inquirer, excusez-moi pour l'accent. Et puis, j'avais trouvé un ou deux autres trucs qui étaient finalement pas très intéressants pour moi. Moi, j'avais pas trouvé énormément de choses. Et puis, du coup, pour moi, je l'interprétais un peu comme... J'ai pas vraiment fait d'interprétation, et peut-être que c'est un des défauts du mémoire aussi, sur ce manque. Je pense qu'en France, c'était lié à une focalisation énorme de la science sur les scientifiques eux-mêmes. Finalement, le travail sur les questions des experts, et notamment l'application des normes scientifiques dans le champ hors scientifique, ça me semble assez récent, mais c'est à vérifier. J'avoue que je me suis pas énormément demandé, mais c'est une piste de réflexion qui me vient comme ça. Et puis peut-être une forme de mépris, d'une certaine manière, des sociologues pour ce travail militant qui finalement peut paraître un peu naïf à certains chercheurs. Un peu comme l'étude en sciences humaines de la science-fiction ou des formes qui seraient moins valorisées socialement de production culturelle. Quoi.
Ouais, je vois. Ouais. Juste au niveau du vocabulaire, moi je me demande aussi si souvent les sociologues ils utilisent pas plutôt le terme de rationaliste plutôt que de sceptique. Par exemple, même toi dans ton titre, donc tu avais sous-titré d'une sociologie d'un courant rationaliste. Ce qui est assez intéressant, parce que évidemment je suis tout à fait d'accord, c'est bien entendu que la zététique ou le scepticisme est un courant rationaliste, mais finalement, quand tu regardes comment les gens s'identifient, à l'heure actuelle, le mot rationaliste est un des moins utilisés. Et puis, les zététiciens et les sceptiques que je crois sur Internet vont rarement se dire rationaliste. J'ai l'impression que c'est peut-être un terme aussi plus, enfin, encore une fois, là, je donne mes impressions à moi, mais plus ancien. Et alors, les sociologues auraient plus tendance à utiliser ça parce que c'est plus rigoureux, je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est peut-être pas plus rigoureux, mais je pense que c'est aussi plus clair pour quelqu'un qui n'a jamais lu, qui ne connaît pas le mouvement rationaliste. On pense tout de suite à la raison, donc je pense que c'est plus simple finalement pour écrire, pour partager son travail, pour peut-être être publié aussi par des revues, de dire rationaliste plutôt que zététicien, qui quand même est un terme qui est encore aujourd'hui relativement confidentiel, et sceptique qui peut porter à tout un tas de mécompréhensions, climato-sceptiques, n'en est qu'un exemple. Donc je pense que c'est aussi une question de clarté. Et puis effectivement, je pense que ça permet aussi, à la fois pour les uns, pour les producteurs sur Internet, de s'affilier directement à un courant qui est relativement constitué, la zététique ou le scepticisme. Enfin, j'ai un peu cette impression, j'ai pas suffisamment d'enquêté pour le dire, et puis c'est pas tout à fait clair non plus, mais que se dire sceptique, c'est vraiment plus s'affilier du côté anglophone plutôt, et zététicien du côté francophone français, même plutôt français que francophone. Et pour les sociologues, il y a peut-être cette idée de replacer le mouvement dans un contexte historique plus global. Voilà. Ouais, ça me paraît clair. Et oui, alors comment s'est passée ton enquête, la réalisation de ton mémoire? Alors, ça s'est passé étrangement bien. Ça s'est passé étrangement bien parce que j'étais parti billé en tête dans l'idée de faire un certain nombre d'entretiens et puis de l'analyse de vidéos. Mon enseignant m'avait orienté sur l'idée d'analyser des vidéos parce qu'il prévoyait que j'aurais pas beaucoup d'entretiens. Les producteurs sceptiques, les productrices sceptiques étant parfois des gens demandés, notamment les vidéastes, on peut penser, ils ne m'auraient pas accordé beaucoup de temps. Et dans les faits, sur 12 ou 13 demandes d'entretien, j'en ai eu 10 positives. Et donc, j'ai fait 10 entretiens avec producteurs, productrices, donc 11 personnes en tout, puisqu'un entretien a été avec 2 personnes. Donc, si je dis producteur, productrice, c'est aussi pour cacher l'identité de mes enquêtés, eux, qui, étant finalement très peu nombreuses, notamment à l'époque où je faisais mon mémoire, dire que, je sais pas, telle personne était une blogueuse. Et finalement, il était très facile de l'identifier par la suite. Et donc, voilà. Et donc, ça s'est passé extrêmement bien. Les gens, les enquêtés, ont très rapidement répondu et ont très rapidement répondu positivement. Donc, j'ai eu aucun souci à faire mes 10 entretiens. Et finalement, je n'ai pas fait l'analyse de vidéo. Donc, voilà. Et moi, j'interprète ça aussi. Et en même temps, c'est finalement ce qu'ils me disaient aussi, donc l'interprétation est relativement facile, comme un fort intérêt pour leur communauté, qu'ils et elles ne comprennent pas, et finalement, j'arrivais au bon moment pour leur offrir peut-être un certain nombre de réponses par rapport à leurs questions. Oui, très bien. Et donc, oui, enfin, abordons un peu les résultats de ton enquête. Quelles ont été tes conclusions? Quelles sont les choses que sur lesquelles tu penses avoir mis le doigt, etc., dans ton travail? Alors, alors, je pense que mon mémoire, c'est un mémoire de M1. J'étais jeune étudiant. Je le suis finalement
toujours un peu. Donc les résultats, ils sont à prendre avec des pincettes, ils sont pas forcément parfaits. Certaines choses, je les ai relues récemment, certaines choses ne me conviennent plus vraiment, ou en tout cas manque de finesse et de définition, enfin de cadre. Mais donc, pour moi, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ressortent de mes travaux et donc que j'ai voulu coucher sur le mémoire. Tout d'abord, il y a cette idée, pour moi, à l'inverse d'un peu de mes préjugés, quand j'ai commencé à étudier ça, c'est la diversité des parcours d'arrivée dans le scepticisme. Des gens qui ont des parcours extrêmement différents. Donc, pour certains, c'était en parallèle d'un engagement militant. Ils commençaient à s'intéresser au mouvement de gauche, et finalement, le scepticisme, ça a été quelque chose qui leur a permis aussi d'avoir des billes argumentatives, de débattre mieux. Et donc, finalement, ils se sont aussi appropriés ce nouvel engagement dans le scepticisme afin d'améliorer ses compétences discursives. Il y a aussi pas mal de personnes, et ça c'est assez impressionnant, qui ont appris, qui ont eu connaissance du scepticisme, et notamment de la zététique pour les Français, en formation, donc autour de tout ce qui a été fait, Grenoble et les cours de Richard Monvoisin. Et qui se sont intéressés de très près à partir de ce moment-là. Il y a aussi des personnes qui, elles, ont été, finalement, elles sont assez peu nombreuses, qui ont été, on va dire, tenantes de thèses extraordinaires et qui, du coup, ont rencontré un peu par hasard le scepticisme et la zététique. Enfin, il y a une grande diversité de parcours. Il y a aussi des personnes qui ont été fascinées par les documentaires incroyables, les documentaires sur l'existence de sirènes, sur la Terre plate, etc., qui finalement s'y sont énormément intéressés tout en ayant un fort recul face à ça et finalement sont tombés sur des contenus sceptiques qu'ils ont appréciés et qui les a incités à s'engager plus en avant. Pour moi, de ce que j'ai l'impression, il y a quand même deux pôles où les gens se présentent. Qui sont quand même relativement bien délimités. Un premier pôle qui revient assez souvent dans les discours, dans les entretiens, c'est l'idée « j'ai toujours été sceptique », qui est un pôle qui revient relativement fréquemment, qui est une phrase plutôt qui revient relativement fréquemment. Et à l'inverse, il y a cette idée de... avant, je n'étais pas du tout sceptique, j'étais à fond dans des choses extraordinaires et aujourd'hui, je suis devenu sceptique depuis. Et donc, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'avec l'engagement sceptique, il y a une forme de réinterprétation de son passé à l'intérieur, enfin, dans ce spectre qui oppose ces deux pôles. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Donc voilà. Voilà. Alors, j'ai aussi eu l'impression, mais pareil, là, c'est à vérifier avec d'autres études. Tout ce que je dis, de toute façon, n'est que provisoire, finalement. C'est qu'il y a cette idée que les enquêtés considèrent très facilement la connaissance comme, et où on considérait aussi la connaissance comme quelque chose dans un rapport un peu esthétique. C'est-à-dire esthétique en sociologie, ça renvoie à l'idée de la connaissance pour elle-même, de manière un peu détachée des contraintes matérielles. Et j'ai eu cette impression que c'était quelque chose qui, notamment pour ceux qui ont découvert le scepticisme et la zététique par leur formation, sans avoir été croyants auparavant, j'utilise le terme croyant, mais c'est un raccourci, bien entendu. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort et que finalement, c'est peut-être quelque chose qui leur a permis ensuite de s'investir dans le scepticisme et la zététique, cette approche esthétique de la science, du coup, de la connaissance, qui, du coup, valorisait la connaissance scientifique pour elle-même et donc le scepticisme à l'intérieur peut tout à fait se développer puisqu'elle fait écho
à cette idée-là. Et donc voilà. Alors, donc il y a énormément de choses que j'ai évoquées dans mon mémoire. Il y a cette idée aussi que pour les sceptiques, et ça, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'il y a une telle pluralité de contenus qui existe et qui existait au moment où ils se sont investis, des livres, des podcasts, des vidéos, des blogs, que chacun agence un peu les ressources de la manière qu'il veut, qu'il peut. Et de ce fait, c'est aussi ça qui permet une si grande diversité des origines, des manières de... Et puis aussi tout le travail des associations, bien entendu. Et donc, chacun se passe par une auto-formation selon les contenus qui les intéressent, selon les médias qui les intéressent. Et donc, voilà. Enfin, j'avais identifié dans mon mémoire 2 formes de socialisation. Donc, la socialisation, en sociologie, on définit ça, je peux faire une définition un peu rapide, mais comme la manière dont les gens incorporent des normes, adhèrent à des normes, et finalement vont les diffuser par ailleurs. Et donc, une première socialisation, bien entendu, scientifique, où les individus vont apprendre les normes scientifiques, tout simplement, ne serait-ce que comment fonctionne la science, qu'est-ce qu'une revue, donc cette socialisation, elle passe aussi par des connaissances, mais qu'est-ce qui est toute la question des biais cognitifs, qui est pas mal revenu aussi, savoir les identifier, savoir manier les termes, tout un ensemble de termes aussi, et puis de valeurs passe par cette socialisation, et aussi une autre socialisation qui est plus conversationnelle, de normes conversationnelles. Et ça, tous les enquêtés l'évoquent, c'est comment parler, et comment discuter, comment mieux débattre avec ses proches, comment mieux débattre avec les personnes qui croient en des choses extraordinaires. Et donc ça aussi, c'est une socialisation, enfin, en tout cas des choses nouvelles qui ont été apprises par les producteurs, par les enquêtés, et de manière, lors de leur engagement. Donc, ça pose tout un tas de conflits parce que ce sont des nouvelles normes. Les proches connaissaient la personne avant que ces normes n'interviennent dans sa vie. Donc, ça pose tout un tas de conflits personnels, relationnels plutôt. Et donc voilà. Donc, par exemple, un enquêté qui dit « mais moi, je peux plus, j'essaye de m'éloigner de ma famille parce qu'ils n'arrêtent pas de raconter des conneries et moi, ça m'énerve. » Tout simplement, ça, c'est une marque relativement forte de ces nouvelles normes qui sont incorporées. Et puis, il y a aussi, et ça, je trouvais ça très intéressant, le fait que les normes conversationnelles, elles posent aussi problème en elles-mêmes. Parce que mieux débattre, en fait, c'est pas si évident. Et notamment, j'avais quelques enquêtés qui voulaient utiliser l'entretien épistémique, qui s'étaient mis à l'entretien épistémique, et dont leurs proches leur disaient, lorsqu'ils débattaient d'un sujet, mais d'un sujet quelconque, finalement, parce qu'il y avait aussi de débats sur des sujets quelconques, leurs proches leur disaient « mais ça ne sert à rien que tu m'opposes des arguments, toi-même tu dis que ça ne sert à rien donc, dans un débat ». Et puis dès qu'ils essayaient d'utiliser un peu cette approche, cet entretien épistémique, les personnes se braquaient elles aussi parce qu'elles avaient l'impression que c'était une forme de manipulation et disaient d'une certaine manière je sais où tu veux m'emmener, je n'irai pas, arrête, fin de la discussion, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose aussi d'assez intéressant pour un peu nuancer la vision de l'entretien épistémique qui parfois est un peu idéalisée. Voilà. Donc ça, c'est le... Ah, excusez-moi, j'ai un réveil. Et donc ça, voilà, c'est un résultat que j'ai trouvé assez intéressant. Ouais, c'est marrant, ça, les limites de l'entretien épistémique. De toute façon, il y a tellement de débats intrinsèques dans la communauté sur ce qu'il faut discuter, débattre de manière agressive, débattre de manière... les différents pôles. C'est une sorte de débat permanent qui traverse la communauté de manière récurrente, comme ça. Mais même ce qui était intéressant, c'est que même les personnes qui se disaient d'un pôle plus agressif, on va dire, plus agonistique, plus dans la confrontation,
euh, disaient nuancer face à moi leurs propos, donc je ne sais pas ce qu'ils en pensent réellement, mais ils disaient il faut parler calmement avec tel type de personne, plus durement avec tel autre. Et eux aussi avaient acquis tout un tas de normes pour discuter, pour débattre et expliquer, avoir changé leur façon d'aborder les choses. Oui, pour l'utilisation des biais ou des sophismes, on peut voir ça peut-être aussi comme des signes extérieurs de zététique. Enfin, c'est pratiquement, si tu es un zététicien, tu es supposé commencer à les invoquer dans les conversations. Ce que je peux, enfin, je ne sais pas, moi, je le fais pratiquement jamais moi-même, mais c'est vrai que, d'ailleurs, souvent chez les gens qui critiquent les zététiciens, c'est quelque chose dont ils se moquent sur Twitter. Par exemple, le zététicien, dès qu'il y a une conversation qui apparaîtrait, il y aurait. Il commencerait à sortir, enfin, ce qui d'ailleurs, de toute façon, on dit toujours le biais des sophismes, quoi, d'utiliser plein de sophismes dans la conversation. Mais c'est vrai qu'en tant que signe extérieur, un peu, je sais pas si ça a du sens, mais. Mais tout à fait, faudrait essayer, effectivement. Mes recherches sont quand même très, très concentrées, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très, très intéressant à creuser là-dedans, un peu sur la manière dont se revendiquer sceptique, c'est aussi se revendiquer par l'usage des marques les plus, comme exactement ce que tu dis, les marques les plus flagrantes, et donc le vocabulaire, et donc ce biais, celui-là, je ne sais pas. Est-ce que tu as l'impression que la communauté, puisque donc ça remonte à 2019, donc ça fait déjà 2 ans que tu as fini, que la communauté a déjà évolué depuis? Parce que, enfin, j'allais donner mon impression à moi, mais c'est vrai que moi c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ça bouge tout le temps. Et donc, qu'est-ce que tu as pu observer depuis, tu as l'impression? Du coup, en fait, je l'ai terminé 2019, effectivement. Mais il m'a fallu pas mal de temps pour le reprendre avant d'envoyer une version un peu stabilisée. Mais oui, j'ai l'impression que la communauté, elle a énormément évolué. Donc, à la fois, il y a l'épidémie de Covid qui, je pense, a eu un énorme rôle parce que, d'une certaine manière, l'épidémie de Covid, elle a un peu... Déjà, j'ai l'impression que... Comment dire ça? Bon, plutôt. Il y a un certain nombre de producteurs et de productrices que j'avais interviewés à l'époque. Donc, pour sélectionner mes enquêtés, j'avais utilisé 3 critères. Se dire de la zététique, du scepticisme, ou dire que ces productions en sont issues, faire des productions, et puis être reconnu un peu comme faisant partie du cercle sceptique, zététique, donc avoir son nom évoqué dans les entretiens, sur Internet, etc. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a déjà un certain nombre de mes enquêtés qui se disaient du scepticisme et de la zététique ne se disent plus du tout du scepticisme et de la zététique, n'utilisent plus du tout le label, pour tout un tas de raisons. Il y a aussi pas mal de relations interpersonnelles, de relations d'amitié qui sont fracturées pour des raisons qui sont internes au scepticisme et à la zététique, des écarts entre les approches qui sont aujourd'hui maintenant irréconciliables. Et puis voilà. Et j'ai l'impression aussi que l'épidémie de Covid, elle a aussi foutu un gros coup sur peut-être sur le moral d'un certain nombre de producteurs aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même certains producteurs qui ont freiné d'un seul coup leur production, tout simplement. Et puis aussi, peut-être qu'un certain nombre de personnes se sont aussi confrontées à leurs limites. Et donc voilà. Je saurais pas exactement, finalement, puisque j'ai pas mené d'études, dire quelles ont été quelles sont les différences aujourd'hui par rapport à ceux que j'avais étudiés il y a 2 ans. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a énormément de changements. Alors, voilà, il y a énormément de changements
en même temps, enfin non, voilà. Ouais, non, c'est bien. Non, c'est vrai que récemment, je crois que chez certains de mes copains sceptiques, c'est vrai que le discours a commencé même à changer en disant en fait maintenant il n'y a plus de communauté sceptique, c'est beaucoup trop éclaté. Il y a plus de. Enfin, tu parlais tout à l'heure des formations. Avant, en fait, si tu te formes. Enfin, là, j'interprète ce qu'ils me disent, mais si tu te formais, bah, il y avait quand même un certain nombre de troncs communs que tout le monde faisait, quoi. Il y avait, bah, tu disais les procs, et d'adhésion commune, mais maintenant il y a vraiment des sous-groupes de la communauté sceptique qui se sont formés où les gens n'existe que dans ce sous-groupe et il n'y a plus de... Enfin, j'interprète. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un discours... Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais c'est une perception qu'un certain nombre de personnes commencent à avoir en disant, ben voilà... Avant, par exemple, le groupe Facebook pouvait avoir été un lieu... Avant ça, évidemment, les associations historiques, hein, de convergence, mais comme s'il y avait plus de... Oui, une sorte d'éclatement de la communauté. En tout cas, c'est comme ça que certains vivent la situation actuelle, en tout cas. Tout à fait. Après, il y a 2 ans, les enquêtés me disaient globalement tous et toutes que alors, c'était assez ambigu, mais qu'ils avaient des difficultés à parler de la communauté sceptique. L'un disait oui, mais les gens qui sont sur ma page YouTube, avec qui je discute la plupart du temps, qui forment finalement ma communauté, c'est pas du tout ceux qui écoutent le balado scientifique, scepticisme scientifique, le balado de la science. Donc, il y avait quand même cette difficulté à l'époque déjà à parler de communauté. Mais en même temps, effectivement, comme tu le disais, le groupe Facebook faisait une forme de lien, enfin je ne sais plus le terme que tu as utilisé, qui était très juste, qui me semblait très juste. Mais qui faisait le lieu commun où pouvaient se retrouver les gens, où les gens pouvaient se partager des ressources. Et finalement, il y avait une forme de réseau d'interrelation, et puis réseau avec des liens les uns avec les autres. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, comme tu le dis, ça a un peu explosé et qu'il n'y a plus vraiment un réseau qui mais bon, enfin, c'est ce que tu disais. Finalement, je ne fais que redire ce que tu dis. Et je n'ai pas grand-chose à apporter non plus. Ouais, non, mais c'est normal. Hein, ça, c'est des questions sur l'après-mémoire. Mais c'est vrai que je suis assez curieux. C'est vrai que on essaie tous toujours d'analyser un peu la situation dans laquelle on se trouve pour le moment pour essayer de la comprendre. Mais oui, juste pour terminer, c'est vrai que tu avais brièvement abordé ça dans ton mémoire, mais évidemment, juste pour qu'on en dise un mot quand même, tu discutais du fait que l'épistémologie sceptique ou zététique, si tant est qu'une telle chose existe, bah, parfois elle était un peu critique ou enfin je sais pas antagoniste avec la sociologie ou enfin que c'était parfois tu avais l'impression que c'était un peu qu'il y avait des relations tendues, on va dire. Ouais, c'est une relation tendue. Ouais, j'essaie de trouver le mot exact, le mot juste, mais c'est vrai que ouais, enfin de toute façon bon c'est vrai que souvent sur Twitter je lis des choses comme ça je suis même pas moi-même sur le groupe Facebook, donc je sais pas trop ce qui s'y dit, mais on me dit, bah, moi je lis des zététiciens, donc c'est toujours du discours qu'on me rapporte, qui disent que la sociologie c'est une pseudo-science, ou que l'approche par les entretiens, ce serait pas scientifique. On me rapporte ce genre de propos tenus par d'autres gens que je ne connais. Mais donc on me dépeint souvent une posture, voilà, une sorte qui aurait. De toute façon, c'est pas que je mets en doute ce qui est dit. Oui. Je pense tout à fait que ça doit exister, même si évidemment c'est très loin de mes positions à moi ou des positions qu'on défend sur le balado. Mais donc oui, qu'il y aurait des sceptiques qui diraient, et donc il y aurait des tensions entre. Pas particulièrement, par exemple, j'imagine en disant bah, la sociologie par entretien, voilà, le témoignage, enfin je caricature, c'est pas du tout ce que je pense, mais le témoignage humain n'est pas fiable, donc une enquête par entretien, c'est de la merde, quoi. Mais oui, et du coup, lors de mon mémoire, et c'est peut-être quelque chose qui m'a rebuté finalement à passer un deuxième mémoire sur le sujet, c'est que j'avais effectivement cette impression de malaise et de difficulté à finalement
à faire des conclusions parce que j'avais toujours l'impression d'être illégitime. Alors, à la fois, quand j'en parlais avec mon directeur de mémoire, qui est quelqu'un de très bien, très pédagogique, etc., il m'encourageait, il me disait d'y aller. Après tout, c'est qu'un mémoire, hein, de toute façon. Et de l'autre côté, sur les contenus que je voyais, sur aussi les interactions que je pouvais avoir aussi sur sur le groupe Facebook que je fréquentais moi aussi, que je consultais régulièrement et que parfois j'intervenais dedans, j'avais aussi parfois des relations même assez violentes. Et puis aussi une sorte de malaise, en me disant, voilà, comment moi je peux me positionner là-dedans. Est-ce que, voilà. Donc, d'autant plus que j'avais dans l'idée et ça c'est finalement quelque chose j'avais dans l'idée de renvoyer à mes enquêtés un exemplaire du mémoire, parce qu'ils ont participé, parce que ça me semble logique qu'ils aient un compte-rendu de ce que j'ai fait, de ce qu'ils ont dit. Et à la fois, je me demandais, mais voilà, est-ce qu'ils seraient d'accord avec ça? Est-ce que je vais me prendre des reproches par derrière? Enfin, voilà, comment me positionner par ici? Donc, d'une certaine manière, les reproches autour de la sociologie, comme je le disais aussi, j'ai interviewé un certain nombre d'enquêtés qui sont quand même relativement différents les uns et les unes des autres. Et pourtant, on m'a jamais fait de reproches ou de questions sur ma méthode, sur ce que je faisais, etc. Mais en même temps, j'avais quand même ce sentiment d'illégitimité, de pas bien faire les choses, qui était en fond de ce mémoire. Et chose que, mine de rien, je n'ai pas du tout senti lorsque j'ai fait mon mémoire l'année suivante. Donc, alors ça ne venait pas de mes enquêtés, en tout cas pas en eux-mêmes. Peut-être certaines productions, je ne sais pas, il aurait fallu m'interroger à ce moment-là. Mais clairement, ça venait en partie du groupe Facebook. Hein, et puis, parfois aussi des discussions que je voyais sur Twitter. Mais donc, c'était quelque chose qui a quand même été relativement important dans ma réflexion et qui a pris une place un peu malgré moi dans ce mémoire parce que c'était quelque chose qui était en fond et qui tournait en fond. Oui, d'accord. Oui. Bon, moi, j'ai juste envie de dire, dans mon travail de thèse sur le phénomène OVNI, j'ai aussi fait des entretiens. Hein, c'est pas, voilà, c'est vrai que, ouais, je sais pas pourquoi les sceptiques certains sceptiques pourraient avoir une idée que des entretiens, c'est pas une méthode légitime. Ouais, pour l'argument foireux que je donnais tout à l'heure, le témoignage humain n'est pas fiable. Oui, moi, je dis toujours, ok, le témoignage humain, on peut avoir un doute si la personne rapporte quelque chose d'extraordinaire, style, j'ai vu un lutin dans mon jardin, hein, mais si on fait des entretiens sur les gens, sur leur production sceptique, c'est pas du tout le même type de discours qui est enregistré dans le témoignage. Donc, c'est une critique qui n'a pas de sens, quoi. Tout à fait. Juste pour contre-argumenter mon propre argument. Super, écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y a quelque chose que tu voudrais encore ajouter ou qu'on n'aurait pas couvert? Pour moi, ça me paraît très complet. Mais... Je réfléchis. Dans l'absolu, ça me paraît aussi relativement complet. Alors, j'aimerais bien, à terme, maintenant que j'ai un peu plus de temps que pendant mes études, diffuser un peu les résultats de ce mémoire, bien sûr sans aucun verbatim, sans aucun extrait d'entretien et sans mettre les matériaux finalement qui ont été à la base de mon mémoire. Donc c'est une démarche un peu particulière tout de même. Donc j'essaierai peut-être de mettre à disposition les résultats finalement partiels, du coup, par définition, de ce mémoire-là. Donc voilà. Tu vas faire une publication, quelque chose comme ça, ouais. Très bien. Mais oui, et puis ce serait sympa si tu pouvais éventuellement continuer, hein, si jamais j'aimerais bien faire une thèse. Il faut avoir des bourses, hein, on sait que c'est très dur à obtenir, mais dans l'état actuel de la recherche scientifique. Mais c'est vrai que c'est toujours comme ça quand tu lis les mémoires, c'est super intéressant, mais tu sens que c'est l'étape, la première étape, quoi, la première marche, et que
Pour moi, le terrain, donc les entretiens, etc., ça a duré peut-être 5 mois, ce qui est finalement très peu, avec toutes les obligations que j'avais par ailleurs, bien sûr. Donc, ce qui est quand même très peu et ce qui permet pas d'avoir... De même, ma bibliographie, elle est forcément partielle et elle loupe tout un tas d'objets, de sujets, de ressources. Et là encore, ça ne me permet pas de... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah oui, oui. Comme tu dis, c'est juste un mémoire. Hein. C'est clair que c'est pas, on peut pas s'attendre d'un mémoire que ce soit comme une thèse. Hein. Mais ouais, super. Bah écoute, oui, bah en tout cas, c'est bien. Comme ça, maintenant que l'épisode sera en ligne, si jamais on pose une énième fois, est-ce qu'il y a des travaux de sociologie sur la zététique, je pourrais juste taper le lien maintenant. J'ai vu que tu avais du coup, tu parlais d'un tweet de quelqu'un qui te demandait s'il y avait des travaux et que tu avais répondu en citant, en faisant une citation scientifique. Pour la première fois, je suis cité et c'est sur Twitter. Oui, cool. Bah écoute, ouais, comme ça les gens, ouais, c'est comme ça les gens savent exactement que ça existe et que s'ils veulent le lire, ils ont la référence correcte. Quoi. Très bien. Bah écoute, merci d'avoir accepté cette interview et puis bonne continuation. Merci à toi. Alors. Au revoir. Au revoir.